toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle émission des grands entretiens. Dans son ouvrage remarquable consacré à la fuite de Varennes, l'historienne Mona Ozouf explique que le voyage du roi Louis XVI en juin 1791 a fait basculer l'histoire révolutionnaire. D'après Mona Ozouf, Varennes signe même la mort du régime monarchique, la mort de la royauté. De fait, 1 an et demi plus tard, Louis XVI était guillotiné sur l'actuelle place de la Concorde. Nous étions le 21 janvier 1793. Après la disparition du régime, c'était au corps du roi, pour reprendre l'expression du médiéviste Ernst Kantorowicz, d'être renversé. Mais même le citoyen capé, selon l'expression des révolutionnaires, avait le droit à une défense. Ce rôle important a été assuré par 3 avocats. On connaît Malesherbes et Desèzes, mais beaucoup moins le nom de François-Denis Tronchet. Étrangement, aucun travail n'avait été publié sur cet homme, dont le rôle fut décisif, moins d'ailleurs dans la défense du roi Louis XVI que dans sa participation à une révolution juridique, celle du Code civil. Et il en fut, de fait, la cheville ouvrière. Storia Voce vous propose de partir à la découverte de ce personnage étonnant, avocat, juriste, élu des États généraux, qui sut survoler les années de la terreur et s'imposer sous l'Empire avec beaucoup de sens politique, un destin que Philippe Tessier va nous faire découvrir aujourd'hui. Philippe Tessier, bonjour. Bonjour, Christophe Dickès. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ancien élève de Normal Sup, docteur en histoire de l'Université de Lille 3, et vous êtes aujourd'hui avocat au barreau de Paris. Ma première question est une question personnelle. Il existe un lien entre votre vocation qui est aujourd'hui, non pas une vocation de juriste, puisqu'on distingue toujours les juristes et les avocats, mais votre vocation judiciaire, on va dire, et ce personnage, François-Denis Tronchet, que vous avez étudié à Lille. Il n'existe pas de lien direct, mais c'est un fait que pour étudier Tronchet, en thèse d'histoire, j'ai dû me pencher sur le droit. Et j'ai dû commencer des études de droit. Et c'est donc dans le cadre de ma thèse sur Tronchet que j'ai commencé des études à la faculté de droit et c'est ce qui m'a amené progressivement à considérer le métier d'avocat. Donc vous avez eu un double cursus. J'ai eu un double cursus, oui, j'ai été historien et juriste en même temps. En même temps. Alors comment expliquer qu'un tel personnage comme François-Denis Tronchet ait été oublié dans l'histoire? Quand on y pense, quand on voit notamment ce que dit Napoléon de Tronchet, on est vraiment surpris qu'il n'y ait eu aucun travaux sur ce personnage. Alors c'est un mystère qui peut s'expliquer par divers facteurs. Le premier facteur, à mon sens, c'est que Tronchet n'a pas eu de descendants. Contrairement à Desèzes, qui a une nombreuse descendance. Contrairement à Malesherbes, qui a eu une nombreuse descendance, qui a été guillotiné. Donc finalement, la descendance de Malesherbes s'est éteinte du fait des exécutions qui ont touché sa famille, mais malgré tout, Malesherbes avait lui aussi un lustre, un éclat découlant des fonctions qu'il avait exercées sous Louis XVI et également de son rôle dans la protection de l'encyclopédie. Pour Tronchet, rien de tout cela. Sous Louis XVI, Tronchet n'a pas exercé de fonctions importantes, n'a pas exercé avec éclat des fonctions importantes, sauf peut-être la fonction de bâtonnier tout à la fin du règne de Louis XVI. En tout cas, au début de l'année 1789. Alors, c'est sans doute les raisons pour lesquelles Tronchet est oublié. Il a peut-être aussi été éclipsé par la figure de Portalis dans l'écriture du Code civil. Alors, pourtant, les sources sont très très importantes, vous le montrez dans votre ouvrage. Oui, les sources sont très importantes. Ce sont toutes ces consultations écrites, manuscrites, conservées à la bibliothèque de la Cour de cassation. C'est une source très importante, mais une source difficile d'accès. Difficile d'accès, pourquoi? Parce que même si l'écriture de Tronchet est assez lisible, ces sources sont techniques. Elles concernent des affaires
pour lesquels les clients de Tronchet viennent le consulter. Et en général, les clients de Tronchet viennent le consulter en rédigeant un exposé des faits de l'affaire qui s'appelle un mémoire à consulter. Et ce mémoire à consulter, en général, nous ne l'avons pas joint à la consultation que Tronchet accorde. Donc la consultation elle-même est un produit théorique de haute valeur juridique, hyper technique, qui est compliqué à déchiffrer. Parce qu'il part des faits qui ne sont pas nécessairement clairement exposés. Et c'est d'autant plus compliqué à déchiffrer pour nous qu'il s'agit d'un droit ancien que nous ne connaissons plus et qu'il s'agit d'un droit exercé dans la pratique quotidienne d'une époque qui est éloignée de la nôtre. Donc non seulement il faut se mettre en historien dans le contexte de l'époque, mais en plus il faut rentrer dans les schémas juridiques de l'époque. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai été conduit à faire du droit quand j'ai commencé à étudier la figure de Tronchet. Alors, on va rester toujours d'un point de vue général avant de rentrer dans le détail, parce que je souhaiterais au cours de cette émission voir deux choses spécifiquement. D'abord le procès du roi, parce que ça a quand même été un des trois avocats de Louis XVI, mais aussi sa participation au Code civil. Mais dans votre introduction, vous présentez le personnage comme étant au confluent entre l'Ancien Régime et la Révolution. C'est, dites-vous, un homme qui puise sa force aux deux sources que sont l'innovation et la tradition. Et c'est en cela que votre biographie est extrêmement intéressante et, de mon point de vue, importante sur le plan historiographique, parce que elle montre plutôt un homme qui veut s'inscrire dans une forme de continuité plutôt que dans une rupture, alors que précisément la Révolution française fait table rase du passé et constitue une rupture politique. Alors effectivement, c'est le centre de ma problématique. Comment un homme aussi imprégné d'histoire et de droit ancien peut-il avoir été à l'origine d'un droit absolument nouveau? C'est la manière dont il qualifie le Code civil. Et peut-il avoir participé de façon aussi importante à la Révolution française, qui est considérée comme un bouleversement inspiré principalement par la nouveauté? La réponse à cette question, elle n'est pas simple à trouver, mais elle réside, je pense, dans ce qui avait été l'intuition de Tocqueville, qui est qu'il y a un lien entre la radicale nouveauté prétendue de la Révolution et la tradition antérieure. Hannah Arendt a aussi écrit dans son livre « De la Révolution » que, pour beaucoup d'hommes de l'époque, la Révolution était censée être une restauration à l'état ancien des choses, à l'état dans lequel les choses auraient dû être. La Révolution, en quelque sorte, comme une remise en ordre contre des abus qui viennent de la nouveauté. Alors, c'est là que, sans doute, vient le lien chez Tronchet entre révolution et tradition. Est-ce qu'on peut utiliser à son endroit le terme de révolutionnaire? Est-ce que parce qu'il a été élu aux États généraux, parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait par la suite, notamment sur le Code civil, on peut lui donner cette étiquette, ou cette étiquette serait trop réductrice? Ça dépend comment on détermine, comment on définit la révolution. La révolution, si on la détermine comme un phénomène essentiellement connoté par sa violence, ne correspond évidemment pas au parcours de Tronchet, qui est un non-violent à mon sens. C'est un anti-star, mais c'est aussi un non-violent. C'est un homme du droit. Et c'est un homme du droit, un homme de la procédure, un homme de la forme, et non un homme de la violence et des règlements de compte violents. Mais comme l'expose Hannah Arendt dans son livre sur la Révolution, la violence est bien peu apte à déterminer la révolution, où la révolution est fort mal déterminée simplement par la violence. La violence est un élément de détermination, de définition de la révolution. Et pour articuler une révolution, pour la mener à bien, pour
la définir, il faut parler, il faut du langage, il faut de la politique. L'homme est un animal politique et une révolution sans langage n'en est pas une. C'est une révolte ou c'est une oppression absolue. À partir du moment où il y a une révolution au sens politique du terme, il y a du langage, et quand il y a du langage politique, il y a du droit. Et en cela, Tronchet est un révolutionnaire par le droit, ce qui peut sembler paradoxal dans les termes, mais ce qui ne l'est pas si on accepte que la révolution ne se détermine pas simplement par la violence. Alors venons-en à son parcours. Est-ce que en une ou deux minutes, vous pourriez décrire à la fois ses origines et son parcours, son évolution jusqu'à la Révolution française? Alors, ses origines, Tronchet est issu d'un milieu de la petite basoche, c'est-à-dire de la bourgeoisie qui entoure les parlementaires, les professions juridiques en lien avec le Parlement de Paris. Son père est procureur, c'est-à-dire qu'il s'occupe principalement des questions de procédure, sans plaider pour autant. Donc, quand Tronchet devient un avocat, il dépasse son père, puisque les avocats étaient au-dessus des procureurs dans la hiérarchie sociale de l'époque. Alors, malgré ses origines sociales modestes et des difficultés financières au début, Tronchet conquiert une certaine renommée parmi les avocats consultants, c'est-à-dire les avocats qui ne plaident pas, mais qui se contentent de consulter, c'est-à-dire qui accordent des réponses écrites à des questions écrites qu'on leur pose. Quand je dis se contentent de consulter, ce n'est pas péjoratif de ma part, puisqu'en réalité, les consultants faisaient partie des avocats les mieux considérés de l'époque, peut-être même plus considérés que les plaideurs, au sens où on estimait qu'ils étaient plus savants. Donc Tronchet, très vite, quand je dis très vite, c'est à peu près en 10 années, se constitue une réputation de consultant savant, et cette réputation lui permet d'attirer une clientèle importante, et une clientèle de qualité, notamment dans l'aristocratie de l'époque. On compte parmi ses clients de très grandes fortunes de l'époque, on compte le duc de Sully, on compte Madame de Beaurepaire, on compte le duc de Castres. Évidemment, toutes ces consultations et cette clientèle lui permettent de s'enrichir et de monter dans la hiérarchie sociale. Et à la fin de l'Ancien Régime, en 1789, Tronchet devient le bâtonnier de l'ordre des avocats, c'est-à-dire le chef de l'ordre des avocats, le dernier d'ailleurs sous l'Ancien Régime, ce qui montre l'ascension sociale qu'il a pu effectuer déjà sous l'Ancien Régime. Donc c'est un homme connu dans le monde parisien de 1789. C'est un homme assez connu, il a été l'avocat de Rohan dans l'affaire du Collier, ce qui était quand même une affaire tonitruante de l'époque, mais il a toujours assuré la défense de ses clients dans une certaine discrétion, sans chercher la lumière, sans chercher le clinquant, ni l'éclat pour l'éclat. Donc il est connu, mais il n'est pas non plus une star de l'époque. Ce n'est pas un orateur ? Ce n'est pas un orateur. Tous les contemporains disent qu'il a une voix peu propice au discours, qu'il a une voix un peu voilée, ce qui ne l'empêche pas parfois à l'Assemblée constituante de défendre ses positions de manière convaincante, parce qu'il sait bien parler, il sait bien construire un discours, il sait trouver les bons arguments, il a parfois des formulations percutantes, mais il n'a pas une voix d'orateur au sens de Mirabeau, par exemple. À l'époque, il faut savoir qu'il n'y avait pas de micro, que les assemblées étaient très bruyantes, qu'il y avait beaucoup de public et que le public faisait beaucoup de bruit. Donc, quand on n'avait pas une voix tonitruante, on n'avait pas une voix d'orateur. Ce qui ne veut pas dire que, si on appliquait les critères d'aujourd'hui, il n'avait pas une bonne voix. Il n'avait pas la voix de Mirabeau ou la voix de Robespierre, la voix d'un grand orateur. Est-ce que c'est un homme proche des idées nouvelles
avant que la Révolution française n'éclate, on imagine qu'il a lu Voltaire, on imagine qu'il a lu des ouvrages de ce qu'on appelle la philosophie des Lumières. C'est un homme proche de ces mouvances intellectuelles ? Alors, on imagine qu'il a lu Voltaire, qu'il a lu Rousseau. Moi, j'en ai pas démontré, j'en ai pas apporté la preuve. On n'a pas trouvé d'inventaire de sa bibliothèque où il y ait des ouvrages de Voltaire ou de Rousseau. Il ne cite ni Voltaire ni Rousseau dans ce que j'ai pu lire de ses consultations, qui sont un corpus immense, donc il est possible que je n'ai pas vu certaines occurrences, mais en tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il exerce sur le droit d'Ancien Régime une vision critique. Une vision critique qui est sans nul doute inspirée par le courant des Lumières. Par exemple, quand il critique l'institution de la noblesse dans certaines de ses consultations en disant que la noblesse est contraire au droit naturel, au sens où il s'évince du droit naturel une égalité de droit entre les hommes, on peut dire qu'effectivement il est proche des idées nouvelles et qu'il exerce une vision critique sur la société de son temps. De là à défendre avant l'Ancien Régime une révolution de l'État social, c'est un pas qu'on peut difficilement franchir. En tout cas, on ne peut pas le démontrer. Et en outre, ce qu'écrit Tronchet dans ses consultations, c'est pas nécessairement sa propre opinion. Il écrit ce qui contribue efficacement à la défense des intérêts de ses clients. Donc, est-ce que ce sont ses opinions politiques ? Je n'en sais rien. Mais il avait certainement une ouverture d'esprit, un esprit critique nourri par son travail juridique. C'est un homme donc qui entre en révolution. Comment se place-t-il sur l'échiquier politique ? On imagine, on le voit plus, j'allais dire, du côté des modérés que du côté des montagnards et des extrémistes qui veulent continuer la révolution. Je cite toujours, nos fidèles auditeurs le savent, cette phrase, un pur trouve toujours un plus pur qui l'épure, ce qui est le moteur de cette révolution jusqu'à ce qu'il y ait donc cette dictature militaire napoléonienne. Comment se situe Tronchet dans les 2 premières années de la Révolution ? Alors Tronchet se situe sans aucun doute au centre si l'on en croit les attaques dont il est victime tant à gauche qu'à droite. Puisque à droite, on lui reproche d'être l'agent de la cabale, entre guillemets. Alors quand je dis à droite, c'est peut-être un peu anachronique puisque les questions de droite et de gauche, les notions de droite et de gauche apparaissent de façon courante un petit peu plus tard. En tout cas, dans le cours de la Révolution, peut-être pas tout de suite en 89-90, ça commence. Mais en tout cas, le côté droit, si on veut utiliser une expression de l'époque, considère que c'est l'agent de la cabale qui a aboli le droit féodal et donc que c'est un agent de la Révolution, hostile à l'ordre traditionnel des choses. Et le côté gauche estime que, je cite, c'est une vieille tête encroûtée d'aristocratie, l'esprit farci de vieilles traditions juridiques inutiles et stupides. Et donc, comme il est attaqué par la gauche et par la droite, on peut sans aucun doute le situer au centre. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est un modéré ? Ça dépend. C'est un modéré au sens où il est au centre, mais quand il s'agit des principes qu'il défend, il n'est pas modéré. Quand il s'agit notamment de la défense de la propriété, il n'est pas modéré puisqu'il estime que les projets visant à supprimer sans indemnité les propriétés féodales, les droits féodaux réels, sont des projets à combattre à tout prix. Pourquoi ? Parce qu'il estime que ces projets atteignent le droit de propriété qui a une valeur dans son esprit, une valeur sacrée, une valeur juridique à défendre. Donc oui, c'est un modéré au sens où il est au centre de l'échiquier politique et où il subit des coups de la droite et de la gauche, mais c'est un homme fermement attaché à ses principes. Et ces principes découlent de la défense des droits qu'il estime comme fondamentaux et de la défense aussi de droits formels, de droits de procédure, le refus de la rétroactivité des lois, le refus des régimes d'exception, le refus de l'imprescriptibilité de certains délits, etc. etc.
En 1791, donc il y a la fuite à Varennes, le roi est prisonnier. Quelle est sa position vis-à-vis de la monarchie ? On imagine là aussi qu'il est un peu au centre, qu'il se dirige ou que son cœur penche plutôt vers une monarchie constitutionnelle. On n'a pas l'impression de voir un homme opposé à ce que représente le roi. Non, bien au contraire, puisque dans ses consultations, Tronchet ne cesse de défendre la figure royale. Il est imprégné de ce droit-là. Alors même si ça ne reflète pas nécessairement son opinion politique, il est imprégné d'un droit d'Ancien Régime qui voit dans le roi l'arbitre, le garant de l'équité, le garant en théorie de la lutte contre les abus. Donc, il n'est pas hostile par principe à la figure royale. Cependant, il estime aussi que l'Ancien Régime, dans la manière dont il était organisé, comprenait des abus et des injustices. Et qu'il faut donc, sans aucun doute, dépoussiérer la figure royale, la réorganiser, la replacer à un endroit différent de l'organisation politique. Ce qui n'est pas incompatible, bien au contraire, avec une monarchie constitutionnelle, à laquelle, je pense, il n'était pas hostile. Mais ce n'est pas non plus un monarchiste au sens strict du terme. C'est-à-dire qu'il ne se range pas du côté de ceux qui défendent la figure royale telle qu'elle était conçue sous l'Ancien Régime, qui défendent en clair la monarchie absolue sans constitution. Donc il est pour une évolution de ce pouvoir. Comment devient-on avocat de Louis XVI ? Alors on devient avocat de Louis XVI, ça a été le cas de Tronchet parce que d'abord Louis XVI l'a pressenti comme une possibilité d'avocat pour lui. Louis XVI a nommé 2 personnes comme pouvant être ses avocats, Target et Tronchet. Target refuse. Target refuse au terme d'une lettre qui n'est pas très glorieuse, à mon sens, puisqu'il prétend avoir des vapeurs et des douleurs de tête, et il signe le républicain Target. Ce qui implique que sa maladie est simulée et qu'en réalité, il ne veut pas défendre le roi car il est républicain et non monarchiste, et non monarchique, et non monarchiste. En revanche, Tronchet, lui, adopte une ligne de conduite assez différente. Il souligne qu'il défend le droit par humanité, quand la Convention le lui demande. Parce que Tronchet est devenu l'avocat de Louis XVI parce que Louis XVI lui a demandé, mais aussi parce que la Convention a estimé qu'il était un avocat acceptable pour le roi. Et donc, après le refus de Target, la Convention s'est impatientée par la voix de Cambacérès en disant « Il n'est pas concevable que des citoyens français refusent la mission qu'on leur demande, à savoir celle de défendre le roi. » La Convention était soucieuse quand même de préserver l'équilibre formel de la procédure dans le procès du roi pour éviter d'être accusé d'avoir commis un meurtre politique comme celui de Charles Ier d'Angleterre. C'est pourquoi Tronchet accepte tant par dévouement au roi et par humanité pour le roi que par souci de ne pas désobéir à l'injonction de la Convention. Et il le justifie de façon un peu ambiguë en disant d'abord qu'il sait que la mission qu'on lui demande se réduit à être l'organe passif de l'accusé, mais en même temps, il dit que refuser cette mission équivaudrait à un préjugement, et que ce préjugement serait barbare et dénué d'humanité. Et il conclut en disant comme homme, je ne puis refuser mon concours à un autre homme au-dessus de la tête duquel le glaive de la justice est suspendu. En ce sens, il défend le roi non pas comme une figure monarchique, mais il défend le roi comme une incarnation de l'humanité. Ce qui est une manière d'accepter la défense de Louis XVI sans pour autant se prétendre monarchiste, par pure humanité. Est-ce qu'il sera accusé plus tard
dans son parcours d'avoir défendu le roi? Il n'est pas accusé par des rivaux politiques ou de façon officielle d'avoir défendu le roi comme... on ne lui en fait pas le reproche. Par contre, il y a eu des attaques venant plus de la société civile, des pétitions envoyées à l'Assemblée, à la Convention, disant que certains imprimeurs avaient osé imprimer la défense de la plaidoirie de De Sèze et la plaidoirie de Tronchet. Et donc ces attaques de la société civile, évidemment, atteignent la figure de Tronchet au sens où il était le défenseur du roi. Je crois que l'imprimeur, si mes souvenirs sont bons, en perdra la tête ou... Oui, l'imprimeur en question a été traduit devant le tribunal révolutionnaire et exécuté. Alors, est-ce que tout n'est pas joué d'avance? Est-ce que Tronchet se dit il y a une petite chance pour qu'il y ait un bannissement, un exil, plutôt que la guillotine? Aucun avocat ne peut accepter la défense d'un client sans espérer changer le cours des choses, me semble-t-il. Ce serait une malhonnêteté de la part d'un avocat d'accepter la défense d'un client en pensant que tout est joué d'avance. On peut toujours faire quelque chose ou tenter de faire quelque chose. Tronchet, je pense, a sincèrement espéré qu'en soulevant des objections de procédure, il sèmerait la division, la zizanie dans la Convention, qu'il créerait un débat interne et que ce débat interne serait susceptible de ralentir les choses et que ralentissant les choses, les esprits pouvaient évoluer et qu'on pourrait influer sur la peine. Je pense que c'était ça la stratégie de Tronchet, alors que la stratégie de De Sèze s'apparente plutôt à une stratégie de rupture, plaider l'illégitimité de la Convention en face de la Convention, dire vous prétendez être des juges, mais en réalité vous êtes des accusateurs. Donc une stratégie beaucoup plus offensive, beaucoup plus agressive, stratégie de rupture qui part du principe peut-être que tout est perdu et qu'il vaut mieux plaider pour l'histoire. Je pense que Tronchet, au départ en tout cas, avant de faire appel à De Sèze, au tout début, Tronchet avait l'idée, au départ, de faire échouer le procès du roi, ou en tout cas de limiter ses conséquences pour son client en utilisant des arguments de pure procédure, des arguments juridiques. Donc une défense qui rentrait dans les cadres fixés, et pas une défense de rupture. Quelles sont ses relations avec Malesherbes et De Sèze? Est-ce qu'il y a une répartition des tâches? Oui, il y a une répartition des tâches. D'abord parce que Tronchet est le premier désigné, Malesherbes et De Sèze venant ensuite. Tronchet est le plus vieux. Il y a une forme d'autorité dans les trois. Est-ce qu'il se détache de ces trois, ou au contraire une forme d'égalité entre les trois? Nous parlions de plaidoirie tout à l'heure, nous avons dit que ce n'était pas un orateur. Il y a une répartition des rôles. Il y a une répartition des rôles. Tronchet s'occupant essentiellement de la procédure, Malesherbes sans doute d'un soutien moral accordé au roi puisqu'il était proche du roi, et De Sèze s'occupant plus précisément de la plaidoirie et de son aspect purement oral. Alors oui, j'ai dit que Tronchet était le plus vieux, mais je rectifie, c'était Malesherbes le plus vieux, puisque Malesherbes avait 71 ans, Tronchet 66 ans et Raymond ou Romain De Sèze 44 ans en 1792. Donc il y avait une différence d'âge significative entre les trois, et souvent l'âge et l'expérience jouent un grand rôle dans les relations entre avocats. Car l'expérience joue un grand rôle dans la formation d'un avocat, et l'avocat qui a le plus d'âge et d'expérience a indéniablement une autorité sur les autres. L'autorité de Tronchet devait être d'autant plus grande, en l'occurrence, que c'est lui qui a fait venir De Sèze. Donc prétendre que De Sèze a été le seul agent de la défense de Louis XVI est, me semble-t-il, un peu refaire l'histoire. C'est Tronchet qui, au départ, organise la défense, organise ses axes, et De Sèze s'adjoint
sur le tard comme un agent, plutôt un plaideur à cette défense. Alors bon, on connaît la fin de l'histoire, en tous les cas de Louis XVI, et après ce procès, on a l'impression que Tronchet, non pas s'isole, mais cherche une forme de retraite de la vie politique, ou en tous les cas ne tient pas à avoir un rôle dans un premier temps. Oui, je pense que ça correspond au tempérament du personnage, qui ne cherchait pas la lumière pour la lumière, qui aimait sa retraite parfois. Il commence sa lettre d'acceptation de la défense du roi de manière suivante: entièrement étranger à la cour avec laquelle je n'ai jamais eu aucune relation directe ni indirecte, je ne m'attendais pas à me voir arraché du fond de ma campagne à la retraite absolue à laquelle je m'étais voué. Donc on sent à la lecture de cette lettre un homme qui aime la solitude, qui aime le secret, qui aime la retraite. La retraite, non pas au sens juridique du terme, mais la retraite dans un lieu où il peut se consacrer à ses loisirs, qui sont sans doute la lecture, l'écriture, l'étude. Et donc, il ne s'engage pas nécessairement dans la vie politique de gaieté de cœur. Et ensuite, il y avait une question, évidemment, de protection, de sécurité, puisque après le procès du roi, l'atmosphère était très dangereuse pour tous ceux qui étaient liés de près ou de loin à la figure du roi, jusqu'à la chute de Robespierre. Le climat est assez tendu. De XVI a été interné dans ce qu'on appelait une maison de santé, c'est-à-dire une forme de prison privée dans l'attente de son éventuelle exécution. Malesherbes a été exécuté dans les conditions que l'on sait. Il est donc normal et humain pour Tronchet de se mettre à l'abri. Pourtant, il ne choisit pas l'exil. Il ne choisit pas l'exil. En avait-il les moyens? N'allait-ce pas attirer l'attention? Il a sans doute fait le choix de se faire discret. Mais cette discrétion est aussi une nature de... enfin, ça fait partie de sa personnalité. Oui. Et c'est peut-être cette discrétion aussi et cette nature qui l'ont sauvé, puisque il n'était pas dangereux. Ce n'était pas un homme dangereux. Ce n'était pas un homme qui voulait les places. Oui. Et puis, je pense que ce qui l'a sauvé, c'est également une capacité à traduire les conflits politiques en des termes techniques ou juridiques, c'est-à-dire à essayer, dans la mesure du possible, de les désamorcer plutôt que de les rendre plus aigus. Mais est-ce que, dans ce qu'il est, ça ne le rend pas plus observateur qu'acteur? Ça dépend, puisque... au moment du retour du roi de la fuite à Varennes... Ce qui est pas péjoratif, hein, oui. parce que moi, ce qui m'a étonné vraiment dans votre ouvrage, c'est cette capacité de cet homme à, dans le tourbillon révolutionnaire, prendre suffisamment de recul sur ce qu'il se passait pour pouvoir mieux le comprendre et mieux le saisir. Oui, il a cette capacité à prendre de la distance par rapport à l'événement, à le traduire en termes juridiques et à prendre le droit au sérieux. Et parfois, ça lui permet d'agir quand même, puisqu'après la fuite à Varennes, il y a un débat important sur la procédure qu'il s'agit d'adopter vis-à-vis du roi et de la reine après la fuite à Varennes. Est-ce qu'on va les interroger simplement comme des citoyens français ordinaires, ou est-ce qu'on va les interroger comme un pouvoir politique ? Et Tronchet dit, mais non, la question, c'est pas le roi est un citoyen ordinaire ou un pouvoir, la question, c'est quelle est la nature du témoignage? Est-ce que le témoignage, c'est un interrogatoire dans une procédure pénale, ou est-ce qu'on demande simplement une simple attestation, un simple compte-rendu? Et là, il est suivi par l'Assemblée, on dit, ah ben oui, on va simplement demander une attestation, un compte-rendu, un simple témoignage au roi et à la reine. Donc, il n'y a pas de discussion sur la nature du roi et de la reine. C'est sur la question de savoir si c'est un pouvoir ou si ce sont des citoyens comme les autres. Donc, il évacue la question. Il réussit à évacuer la question en déplaçant le débat
et en le reformulant en des termes juridiques. Donc là, il a agi, puisqu'il a permis temporairement de préserver la figure, de préserver non seulement la figure, mais de préserver la vie du roi et de la reine. Alors, à quel moment il revient sur la scène politique et juridique parisienne ? Alors, il commence progressivement à revenir sur la scène politique et juridique pendant le courant du Directoire. Il recommence d'abord à consulter, à accorder des consultations à ses clients. Et puis, il est élu au Conseil des Anciens, qui est une des assemblées du Directoire. Et là, il assume encore une fois des missions assez techniques. Il rédige différents rapports sur différentes questions techniques, juridiques. Et donc, il reste une référence en droit, ce qui l'amène peu à peu, au-delà des événements politiques, je vais un peu passer rapidement, à devenir le président de la commission préparatoire du Code civil. C'est vraiment, on peut le qualifier d'un des pères du Code civil. On parle bien évidemment de Napoléon, mais il constitue, lui, cette cheville ouvrière. Oui, d'ailleurs, Napoléon a reconnu son rôle très important dans le mémorial de Sainte-Hélène. Il a souligné que Tronchet était un des agents, une cheville ouvrière des inspirateurs du Code. Quel est son objectif en écrivant ce Code ? Est-ce qu'il a une volonté de faire une révolution juridique, ou déjà cette révolution juridique part, et à la suite, on va dire, des 2 premières années de la Révolution française, ont déjà fait leur œuvre, et il s'agit de mettre en musique un nouvel environnement juridique à la suite de ces périodes, de ces temps révolutionnaires. Je pense que Tronchet, quand il est nommé président de la commission de rédaction du Code civil, cherche à faire ce que beaucoup de juristes auparavant ont cherché à faire. C'est-à-dire simplifier radicalement le droit français qui était devenu un écheveau de normes bigarré, dit Tronchet dans une de ses consultations, et parfois inextricable. Cette idée courait depuis très longtemps parmi les juristes. D'abord, sous l'Ancien Régime, il y a eu la volonté d'unifier progressivement les différentes coutumes. Et puis, sous le Directoire, de nombreux juristes parlent de ce projet de Code civil. Et Tronchet n'est finalement que leur porte-parole. La volonté, c'est celle de simplifier le droit existant, de l'asseoir en un code absolument nouveau sur le plan formel, destiné à durer très longtemps, et cette volonté se double également du désir d'arrêter le cours de la Révolution. Car si on instaure un code absolument nouveau, permanent, voué à durer très longtemps, cela veut dire que la course révolutionnaire s'arrête. Est-ce que dans la rédaction, vous prenez 2 exemples, enfin il y a 2 exemples qui m'ont particulièrement attiré, c'est la question de la famille et la question de la nationalité. Et c'est extrêmement intéressant parce que on lit votre ouvrage en ayant en tête toutes les questions sur la famille. On a parlé du mariage pour tous, mais aussi la nationalité. Quelles sont les conceptions de Tronchet ? Alors les conceptions de Tronchet peuvent nous paraître un peu éloignées, surannées aujourd'hui. Il est très paternaliste. Oui, il est très inspiré par la notion de puissance paternelle, qui est une notion de droit romain, utilisée également en droit coutumier, mais
il voit la notion de puissance paternelle comme l'idée d'un pouvoir qui exclut l'arbitraire. Donc on est toujours dans une forme d'ambiguïté quand Tronchet pense le droit. On n'est ni dans un conservatisme absolu, ni dans un désir de faire table rase, mais il cherche dans l'histoire les concepts qui peuvent s'imposer le plus facilement au moment où il agit, qui puissent être acceptés le plus facilement par la majorité de l'époque. On peut parler de pragmatisme majoritaire. En ce sens, ce n'est pas nécessairement un conservateur. C'est un homme qui, à l'époque, défend des idées qui ne sont pas des idées conservatrices. Ce sont des idées qui, pour lui, découlent de la tradition historique qui doit être révisée dans le sens de l'abolition maximale des abus et de manière à éviter le plus possible l'arbitraire. C'est ça que cherche Tronchet. Mais alors après, là on est dans un résumé très théorique. On renvoie bien évidemment nos auditeurs à votre ouvrage. Sur la nationalité, je voudrais, parce qu'il nous reste environ 5 minutes, sur la nationalité, je voudrais rappeler d'abord que la nation, l'idée de nation, c'est une idée propre au XVIIIe siècle, qui est une idée de gauche, la rousseauiste, la nation et l'addition des volontés. Là, tout est à créer, finalement, dans cette idée de nationalité. Oui et non. Au moment du Code civil, il y a déjà eu beaucoup de règles de droit qui ont été écrites sur la nationalité et les droits civils. Il y a eu plusieurs constitutions, pour résumer. Et donc, Tronchet ne part pas de rien. Le débat sur la nationalité se déroule entre Napoléon et Tronchet autour de la question du droit du sang et du droit du sol. Il se déroule un peu à front renversé, on dirait aujourd'hui, puisque à l'époque, il y a une partie de la gauche qui estime, très paradoxalement, que le droit du sol est une réminiscence du droit féodal. Et prétendre qu'une personne qui reste un certain temps sur le sol français devient automatiquement française, une partie des révolutionnaires estiment que cela vient en droite ligne du droit du sol qui était pratiqué sous l'Ancien Régime, où la présence d'un sujet dans le royaume pendant un certain temps aboutissait au constat de sa naturalité, c'est-à-dire de sa soumission au roi. Les révolutionnaires, certains en tout cas, mettent l'accent sur l'idée du consentement. Or, pour que le consentement soit manifeste, il faut un acte de volonté de l'étranger. Et on ne peut pas prévoir de droit du sol automatique. Et Napoléon va dans ce sens, puisque Napoléon voit une utilité dans la présence des étrangers en France. L'utilité, c'est quoi? C'est d'abord qu'ils rapportent de l'argent et qu'ensuite ils peuvent être enrôlés dans l'armée. C'est pour ça qu'il faut favoriser la naturalisation, la nationalité par voie automatique. Alors, évidemment, avec des nuances, Napoléon ne propose pas une nationalité automatique tout de suite. Il faut un certain temps de présence en France et certaines conditions, mais c'est l'idée. Et Tronchet lui dit non, ce qui est important, c'est quand même le consentement de l'étranger, et c'est aussi le respect des autres puissances souveraines. Car si nous intégrons des étrangers sans leur consentement, qu'en sera-t-il des Français présents à l'étranger qui pourraient aussi être, sans leur consentement, intégrés dans d'autres ensembles et se voir imposer une nationalité qui serait exclusive de la nationalité française et qui la leur ferait perdre. Bon, alors le raisonnement de Tronchet vaut ce qu'il vaut. Il est peut-être contestable aujourd'hui, tant politiquement qu'en droit, mais
il est intéressant de rappeler qu'au départ, ces objections reposent non pas sur l'idée que le sang français doit être défendu, une idée qu'on relierait aujourd'hui à l'autre bord de l'échiquier politique, mais simplement l'idée que le droit du sol automatique est contraire à l'idée révolutionnaire de liberté et de consentement. Alors, nous arrivons, Philippe Tessier, au terme de cette émission. Peut-être un dernier mot. Vous utilisez un nom qui appartient à l'histoire antique, c'est celui de Cicéron, pour qualifier François-Denis Tronchet. Oui, parce que je pense que Tronchet était très inspiré par la République romaine et par l'idée de la vertu en politique. L'idée qu'il faut se dévouer à la cité, qu'il faut savoir sortir justement de sa retraite privée pour assumer des fonctions publiques, même si ce n'est pas toujours agréable. L'idée également très présente chez Cicéron de l'humanitas, de l'humanité. Tronchet, je pense, est un révolutionnaire qui a pris le droit au sérieux, c'est-à-dire qu'il n'a pas vu le droit comme un moyen, il n'a pas vu le droit comme un moyen pour un agenda ou pour une fin politique particulière, mais il a toujours conservé à l'esprit l'idée que le droit, s'il devait être flexible, comprenait des impératifs incompressibles, des impératifs qu'on devait à tout prix respecter, sous peine de perdre de vue l'humanité dans la cité. Eh bien, merci beaucoup Philippe Tessier. Je m'aperçois aussi que je n'ai pas cité en fait l'éditeur où votre ouvrage est paru. Donc, c'est les éditions Fayard. Il s'agit plus d'une biographie. Hein. Il y a, on l'a dit, à la fois pour l'histoire et pour le droit, ce personnage fascinant. Donc François-Denis Tronchet, que vous avez merveilleusement replacé, j'allais dire, dans la pensée à la fois de Tocqueville, mais aussi d'Hannah Arendt, ce qui me semble, sur le plan historiographique, extrêmement intéressant. J'aurais souhaité aussi évoquer la critique de Xavier Martin du Code civil, Martin qui est très important dans cette question du Code civil. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. En tous les cas, merci beaucoup Philippe Tessier. Donc je rappelle le titre de votre ouvrage, François-Denis Tronchet, paru aux éditions Fayard. Je remercie tous les auditeurs pour leur fidélité et je leur dis à très bientôt pour de nouveaux grands entretiens de Storia Voce.